Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Travail et emploi sont-ils synonymes? Que rémunère le salaire? Le marché mérite-t-il encore d'être vénéré? Une réflexion sur les lois du capital et sur quelques concepts clés de l'économie à partir de 12h55 avec notre invité, le cinéaste Gérard Mordillat. Avec l'économiste Bertrand Rottet, il a réalisé Travail, salaire, profit, une série diffusée ce soir sur Arte. Il sera avec nous dans la deuxième partie de la grande table. Mais d'abord, un regard frère sur l'Iran, dans Iran, rêves et dérives, 78-85, qui paraît chez Ebec. Les journalistes Manoucher Degati et Reza font le portrait intime d'une nation, en repartant de la révolution islamique qui a, disent-ils, brisé les rêves et engendré le chaos. 40 ans après, qu'en reste-t-il? On en parle ensemble tout de suite sur France Culture, à réécouter si vous le souhaitez sur franceculture.fr. La grande table. Olivier Gesbert. Je voulais voir et regarder dans ses yeux de comprendre l'homme qui était l'Ayatollah Khomeini. Il était assis sur un lit dans une chambre vide. Au bout de quelques photos, j'avais déjà senti ce qui se passe. Qui est cet homme? Dans son regard, il n'y avait absolument aucun sentiment humain. Alors, ce jour-là, j'avais compris qu'une chape de plomb allait s'abattre sur le rêve de justice et de liberté d'un peuple et sur mon pays. Téhéran, 1980, extrait d'une série de 40 mini-documentaires diffusés sur Arte et présentant chacun une photographie de la Révolution, commentée par nos invités. Reza, bonjour. Bonjour. Ou par vous, Manoucher Degati, bonjour. Bonjour. Ici, le visage impassible de Khomeini. Vous avez tous les deux grandi dans l'Iran des années 50, puis quitté votre pays au début des années 80. C'est cette révolution que vous nous racontez aujourd'hui, cette révolution iranienne que vous nous racontez en images dans ce beau livre qui paraît aux éditions Webec Gallimard. C'est la révolution qui vous a aussi révélé, vous, comme on révèle une photographie, qui vous a révélé photographe, photoreporter tous les deux, et fait abandonner vos vocations premières, le cinéma pour l'un et l'architecture pour l'autre. Reza. Rebonjour. Quand on dit une révolution, c'est dans tous les domaines d'une société que ça. C'est vraiment un bouleversement total, ce que nous avons vécu. Et certes, les événements, comme ils ont commencé à passer en Iran à cette période, ça nous a emmenés à être témoins et essayer de, quelque part, de photographier pour qu'il en reste quelque chose. Et de fil en aiguille, finalement, nous, que chacun avait un destin de cinéaste ou architecte, on s'est trouvé complètement au cœur de l'histoire pendant toute cette période de la Révolution et après que la prise d'otages américaine, la guerre contre les minorités, que les gardiens de la Révolution islamique, ils ont commencé contre les Kurdes, contre les Baloutches. Enfin, c'était les premières actions que d'un seul coup, nous, on était les premiers aussi à révéler au monde que, attention, ces républiques islamiques que vous avez tellement applaudi que vous nous avez envoyé Khomeini par cette fameuse Air France qui est arrivée, Monsieur Giscard d'Estaing qui a voulu nous emmener Khomeini, c'est pas du tout le petit monsieur avec le cœur, comment dirais, gentil de grand-père. C'est un vrai tueur, c'est un vrai, je dirais, homme brutal qui a des idées très très noires pour l'avenir de l'humanité, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on vit aujourd'hui en Moyen-Orient, tous ces Daesh, tout ça, ça n'est que la continuité de ce que Khomeini a démarré en Iran. Et c'est pour ça que nous continuons aussi bien dans l'exil que nous vivons depuis 40 ans, de se battre contre cette idée de l'islamisation, contre cette idée de république islamique, contre cette utilisation qui se fait partout
comme je dis, Al-Qaïda ou Daesh ou autres. Voilà, 40 ans plus tard, c'est pas juste un témoignage du passé, c'est pas juste faire œuvre de mémoire que de montrer et publier ces photos pour vous deux aujourd'hui, c'est parler d'aujourd'hui, c'est aussi parler du présent. C'est pour ça, Manouchehr Degati, que la plupart des photos que vous rassemblez, notamment dans ce livre, n'ont pas été présentées auparavant, qu'aujourd'hui vous les avez sorties de l'ombre du carton dans lequel elles étaient. Puis, enfin, la révolution iranienne, je peux dire que c'était une vraie révolution. C'était les jeunes qui voulaient un changement, ils voulaient plus de liberté, parce que pendant le régime de Shah, vous savez, économiquement, on était bien, mais au niveau politique, on avait vraiment, c'était un dictateur, le Shah. Donc, c'est jeune génération qui ont commencé ce mouvement pour changer, améliorer la vie, mais malheureusement, enfin, les Khomeini et ces hommes, ils ont confisqué cette révolution parce qu'il y avait comment dire, leurs hommes, les moullas partout. Donc, ils ont changé on peut dire, le mouvement. Et ils ont pris en leur faveur. Et ils ont créé la République islamique qui continue jusqu'à maintenant. Justement, toutes ces photos que vous voyez, certaines étaient publiées à l'époque, parce que pour nous, c'était important pour montrer vraiment ce qui se passe dans notre pays. Et pas seulement montrer, mais dénoncer aussi. Donc, voilà, on a travaillé pas mal sur nos archives pour faire sortir les photos qui encore, ils peuvent raconter cette histoire plus profonde. Donc voilà, c'est ce livre, c'est le résultat de cette idée de raconter l'histoire plus profonde de ce qui passait et de ce qui passe, parce qu'il continue le même. Si on revient juste à vous deux, à ces deux moments, ou à vous deux dans cette révolution, pour comprendre et essayer de remettre des dates. 78-85, c'est donc à peu près cette période-là que ces photos racontent et couvrent. Ce sont ces photos, vous, Reza, qui vous valent un exil, déjà, en 1981. Ce sont vos images montrant les exactions du régime qui expliquent votre départ du pays. On est quelque part les premières, je dirais, dans ce monde de se trouver sous un fatwa d'un ayatollah ou un islamiste comme Salman Rushdie après, comme plein d'autres après. Voilà. Moi, j'ai été interdit de sortir de chez moi avec un appareil dans la main. Vous voyez, on est arrivé à ça que j'avais l'interdiction de quitter de chez moi en ayant un appareil photo. Or, les photographies que j'ai publiées, après celle de Manouchehr aussi, c'était les premières montraient les vrais visages de cette République. Et d'un seul coup, le monde entier il s'est réveillé avec une gueule de bois de voir qu'ils sont en train de massacrer les minorités, que le gardien de la Révolution, ils sont en train de tuer les gens, des manifestations, qu'il n'y a pas du tout ce que Khomeini, il promettait ici à Neuf-le-Château quand il était qu'il va emmener la démocratie, que les femmes elles vont être libérées, que tout ça c'était pas vrai. Et montrer ça dans le monde avec les photographies, il y a 40 ans, c'était avant l'ère d'Internet, donc avant l'ère de réseaux sociaux, on était quelque part les pionniers d'utilisation de l'image politique de cette façon contre une grande idéologie qui venait s'abattre sur l'Iran et le monde entier. Donc, la fuite, c'était le meilleur moyen de... Vous n'avez plus le choix, même presque. Absolument pas le choix. Manouchehr, vous, quand ça commence, quand la révolution et ses espoirs, qui sont encore là, débutent, vous n'êtes pas encore en Iran. Vous êtes en Italie, à Rome, où vous étudiez le cinéma. Vous allez faire le choix de laisser tomber ce désir de cinéma que vous avez pour retourner en Iran, pour couvrir la révolution. À ce moment-là, Reza est encore là. Donc vous travaillez pendant un temps tous les deux ensemble avant que le passage de relais se fasse, puisque vous allez quitter le pays plus tard, en 85, 4 ans après Reza, mais j'imagine pour les mêmes raisons. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais le choix de rester à Rome et continuer, mais je ne pouvais pas. C'était au contraire. Je sentis cette mission à faire. Je rentrais avec un appareil photo, 2 rouleaux de noir et blanc que j'avais dans ma poche.
Et je commençais avec Reza pour photographier ce qui passait. Et les manifs contre le Shah, arrivée de Khomeini, les prises d'otages, toutes les manifs d'opposition en Iran. Et en plus, le pire, c'était la guerre Iran-Irak. Moi, je couvrais cette guerre pendant 5 ans. Et je peux dire que, comme moi, Reza et quelques autres photographes, on était les seuls photographes indépendants, on peut dire, qu'on n'était pas avec l'autorité, donc on avait beaucoup de problèmes. À part interdire de sortir de chez nous avec appareil photo, on était tabassés, nos appareils confisqués, cassés, interrogés avec un pistolet sur la tête en disant que vous travaillez pour l'ennemi, que vous êtes des espions. Donc le danger, le vrai danger de couvrir, c'était pas la guerre ou les manifs, c'était l'autorité qui nous menaçait toujours. Donc menacé par un régime islamique comme ça va dire c'est quelque chose de sérieux. Donc moi je résistais encore, je résistais jusqu'à 85 en travaillant comme je pouvais. Pendant des mois et des années, j'avais même pas de carte presse parce qu'ils m'avaient confisqué, mais je pus, avec connaissance que je veux avec l'Iran et les gens, la zigzag, finalement, je peux photographier même la guerre Iran-Irak, qui était une des guerres plus sanglantes de cette époque, nos époques. Et finalement, je su que ça c'est meilleur de garder ma tête et je suis parti aussi en 1985. Alors sur cette période de la guerre Iran-Irak, ce sont vos photos à vous qu'on peut voir ici. Est-ce qu'il y en a une que vous accepteriez de nous raconter? Alors l'illusion de la présence, là c'est à Téhéran, l'ambassade américaine. Toutes ces photos, je ne sais pas laquelle vous Voilà, vous ça choisissez. c'est la première guerre, deuxième guerre, jour de guerre. Moi, j'étais à Téhéran. On entend que les Irakiens, ils ont attaqué le sud. Et je suis parti tout de suite. Et je suis arrivé là, dans l'après-midi tard. Ça, c'est la première photo que je prise pendant la guerre. C'est la raffinerie d'Abadan, un des plus grands raffineries du monde. D'où l'épaisse fumée noire qu'on voit en arrière-plan de la photo. Ils venaient de bombarder par les Irakiens. Et vous voyez, les Iraniens, ils n'avaient pas moyen parce que c'était après la révolution. L'armée était toute détruite. Et là, il y avait une personne seule avec un fusil qui veut défendre une armée comme armée irakienne. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres, celle titrée « Effort de guerre » où on voit tous ces hommes tête baissée. Oui, ça c'est pendant la prière. Donc c'est des combattants qui partaient au front de guerre, mais ils faisaient des prières musulmanes avant de partir pour au front. Voilà. Après, il y a différentes manières de vivre la guerre. Marjane Satrapi, la réalisatrice de Persépolis, ne l'a évidemment pas vécu du tout de la même manière que vous, parce qu'elle était beaucoup plus jeune. Elle a réalisé donc ce film et cette bande dessinée, d'abord Persépolis. Elle raconte dans cet extrait son enfance de la révolution islamique à la guerre Iran-Irak, qui l'a néanmoins beaucoup marquée. Pendant la guerre, je ne sais pas si c'est le cas pour peut-être d'autres guerres ou d'autres peuples, mais en tous les cas, c'est vraiment les moments où finalement l'être humain se rend compte que sa vie est aléatoire et qu'il peut mourir demain et qu'il essaie un tout petit peu de vivre mieux et de vivre le jour même. Chose qu'on oublie parce qu'on se croit toujours éternel et il y a quand même une sorte d'effervescence parce qu'on sait, on se rend compte de tout ça et c'est pour ça que, comme je le raconte dans le livre, mes parents par exemple, ils n'ont jamais organisé autant de fêtes que pendant la période de guerre. C'était parce que sans ça, c'était pas vivable. Quand on est dans une guerre, c'est pas parce qu'on fait une guerre qu'on est mort et puis qu'on attend que les bombes nous tombent sur la tête et qu'ils nous tuent. Justement, on fait des choses pour défier ça, on boit, on fait la fête, on fait des tas de choses différentes. Et donc, j'en garde quand même un souvenir assez positif de cette période, même si dans l'ensemble, ça a été terrifiant. Voilà, ça c'est l'enfer du décor, Reza, l'envers du décor et l'enfer de la situation. Vous montrez, vous, surtout, la manière dont le
pays s'est préparé à cette guerre et a mobilisé l'ensemble de sa population. On voit notamment à travers ces photographies des enfants armés, presque déjà jusqu'aux dents, se préparer à partir. Hein. Le régime islamique, il a commencé assez vite un lavage de cerveau des enfants, surtout dans les écoles à bas âge, et ils les ont préparés à commettre aussi bien des sacrifices inimaginables sur le champ de guerre, où ils envoyaient des enfants en groupe pour nettoyer les mines, c'est-à-dire de se faire sauter sur les mines pour que les soldats ou les gardiens de Rassoun ils puissent venir après. Donc ça, c'était... Il faisait rouler les enfants par terre dans les champs des mines pour que, vous voyez, c'était une atrocité pareille. Et de l'autre côté, c'est les mêmes enfants qu'après, ils sont devenus ce qu'on appelle les Basiji, ça veut dire les milices, où ils ont créé une vraie enfer dans la vie des Iraniennes. Tout le temps dans les rues, ils attaquent les gens, comme la police de Morse et d'autres. Vous avez couvert tous les deux tant de conflits. Si je reprends juste les mots de Marjane Satrapi à l'instant, quel effet la guerre a eu sur vous, sur vos corps, mais surtout sur votre rapport à la vie elle-même. Reza Manoucher, comment vous la percevez aujourd'hui? Comment vous la concevez, la vie? Enfin, moi, je n'oublie jamais cette guerre d'Iran-Irak. Parce que c'est vrai que je couvert après plusieurs guerres dans le monde entier. Mais la guerre Iran-Irak, à part qui était c'est le plus grand, plus sanglant des guerres de notre époque, c'était aussi... Moi, j'avais des voisins, des amis, en plus, en voyant ces petits garçons qui allaient se faire tuer en savant qu'ils vont mourir, c'est quelque chose qui reste vraiment dans... Je ne peux jamais oublier, c'est je veux dire, on vit, mais avec beaucoup, beaucoup de douleur. Voilà. Reza. Une fois qu'on a vécu une histoire aussi forte que la révolution iranienne et la guerre Iran-Irak, et moi je me suis trouvé dans l'exil, quelque part, l'exil est devenu une force aussi. Je l'ai transformé dans une force pour témoigner le maximum de ce que je pourrais, pour témoigner l'état du monde. Certes, même si je passais beaucoup de temps dans les zones de guerre et conflits et dans les camps de réfugiés, mais je me considère beaucoup plus comme une correspondante de paix pour montrer les atrocités que la guerre ou les guerres il commet contre les êtres humains et autres. Donc ça nous a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir aller assez loin dans les moments même très dangereux, être témoin de ce qui est la souffrance de l'humanité dans les guerres et dans le conflit. Certes, il y a des traces qui restent dans nous, aussi bien dans nos corps, parce qu'on est blessé chacun plusieurs fois dans les différents champs, mais aussi dans nos corps aussi. France Culture, il est midi 20 avec nos invités Manoucher Degati et Reza à l'occasion de leur parution d'un beau livre de photos sur un temps qu'ils n'ont pas oublié 40 ans après la révolution islamique. Ils la racontent en photo, Iran rêve et dérive 78-85. Le livre vient de paraître chez Webec. I
kisses, sweat and honey. But guess what? Guess my money. I like when you do for me. Give it to when you get home. Baby, when you get home. Alright. R-E-S-P-C-T. I don't want to miss it. R-E-S-P-C-T. Take it to this baby. Woo! Go, 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 c'est le moment où on sait qu'il faut reprendre. Iranienne exilée aux États-Unis, la célébrissime Gougouche, c'est notre Madonna à nous, disait Manoucher. Voilà, c'est ça. C'est au moins un beau souvenir de cette période, parce que Gougouche, c'était le Madonna de notre jeunesse qui exile comme nous maintenant aux États-Unis. Voilà, là, elle reprend Respect d'Aretha Franklin. N'en parlez pas au passé, parce que Gougouche sera en concert le 20 décembre au Palais des Congrès, ici, à Paris. Ah. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Votre livre de photos Iran, rêves et dérives revient chronologiquement sur les faits. Il montre aussi l'espoir montant, puis le dévoiement de la révolution, le glissement progressif de tout ce qui est arrivé. L'Iran avant la révolution, la chute du Shah et le début des manifestations, des mobilisations, la révolution islamique et l'avènement de Khomeini, jusqu'à la prise d'otages à l'ambassade américaine, temps fort où vos photos vont circuler absolument partout dans le monde. On est en novembre 1979. Ça, c'est avant la répression, l'emprisonnement et les tortures. Il y a des photos de prison qui sont vertigineuses dans cet ouvrage que vous avez pu capter l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Et puis, il va y avoir aussi la guerre qu'on évoquait et les Kurdes. Je voulais qu'on s'arrête un instant sur eux parce que vous leur consacrez aussi un chapitre. Vous les avez suivis, vous parlez d'eux d'une manière qui est là encore assez sidérante, tant l'histoire semble se répéter. Sur cette question de la répression contre les Kurdes, déjà, vous écrivez que c'est un peuple paria. Sur le redoutable échafaud de l'histoire, celle des traités et autres accords signés, certains peuples sont les victimes sacrifiées au nom d'intérêts économiques et stratégiques, de jeux, d'influence et de pouvoir. Et les Kurdes sont bien placés sur cet échiquier. Photographier, montrer au monde cette injustice vous interpelle notamment un homme qui tient dans ses bras son enfant blessé à l'œil par un éclat d'obus. Les mollahs les appelaient les filles et les fils de Satan. Voilà, c'est comme ça qu'ils désignaient les Kurdes. Ce que vous montrez là dans ce livre, 40 ans après, avec ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, là encore, on voit que rien n'a changé. Malheureusement, l'histoire des Kurdes continue un peu de la même façon, de la même souffrance. C'est le peuple que dans les 100 dernières années de notre histoire, elle a souffert le plus au monde. C'est le peuple que de 100 dernières années était malmené, était complètement massacré, était mis en prison partout, que ce soit par les Saddam Hussein ou par Syrie ou par le régime des mollahs en Iran ou en Turquie depuis longtemps et maintenant avec ce qui se passe, parce que c'est un peuple, je dirais, noble, c'est un peuple très très ancien au Moyen-Orient, c'est un peuple ancré dans l'histoire de cette région et il s'est vu malmené parce qu'il a ce pouvoir et la possibilité de devenir une grande nation. C'est la plus grande, je dirais, nation quelque part sans terre aujourd'hui et massacrée constamment. Ce qui se passe aujourd'hui, ça montre aussi le regard de l'Europe, le regard des États-Unis, enfin le monde, envers ce peuple noble qui ont toujours été là pour défendre les valeurs humaines. J'ai passé 4 ans en Kurdistan irakien ces dernières années d'être témoin de comment ils se battaient contre le Daesh. Il faut savoir que s'il n'y avait pas des Kurdes, s'il n'y avait pas les dizaines de milliers des Kurdes qui étaient tués dans cette massacre de guerre contre Daesh, aujourd'hui, toute l'Irak, toute Syrie et Turquie et tout ça, c'était dans les mains de Daesh. C'est grâce à eux que
nous sommes quelque part sauvés de ces mains, mais on les oublie chaque fois pour les intérêts économiques ou autres. Reza Manoucher Degati, il nous reste juste une minute. Vous avez tous les deux filmé, capté avec vos appareils photo les moments les plus tragiques, dramatiques aussi de l'histoire et notamment de l'histoire de l'Iran. Mais vous avez aussi capté les espoirs dans le regard de beaucoup. Ça a été votre cas avec une photo emblématique, Manoucher Degati, en 94, de Yasser Arafat, de retour au pays avec une foule immense rassemblée à la frontière de Gaza. On pourrait se demander là encore que sont les espoirs devenus 25 ans après. Ça a été votre cas, Reza, avec cette autre photo emblématique, celle du commandant Massoud, regardant au loin au moment où vous l'avez photographié. Je vous parle du commandant Massoud parce qu'aujourd'hui, en Afghanistan, où vous avez fondé ensemble l'ONG Aïna pour former les Afghanes au journalisme au moment de la chute du régime taliban en 2002. En ce moment, en Afghanistan, il y en a un qui est de retour, c'est le fils de Massoud, Ahmad, qui est là pour reprendre le flambeau 20 ans après. On se souvient de lui, enfant, aux obsèques de son père. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle génération va pouvoir agir sur le cours de l'histoire ? Je viens de passer un mois avec Ahmad Massoud et l'année dernière aussi un mois avec lui. Je suis en contact depuis la mort d'assassinat de son père Massoud depuis 18 ans et je peux vous dire que Ahmad Massoud peut présenter et il présente le vrai espoir pour l'avenir d'Afghanistan parce qu'il a réuni tout le monde, toutes les ethnies autour de lui, juste au nom de la paix et union nationale. Manoucher Degati, une nouvelle génération qui peut-être ne reproduira pas toutes les erreurs de la C'est précédente. ça notre espoir. Et nous, on fait beaucoup d'éducation aussi sur la chambre de photojournalisme, photographie, voilà, en espérant que la nouvelle génération peut changer quelque chose. Éducation à l'image, éducation au réel, Voilà. éducation au regard. Iran, rêves et dérives, 1978-1985. Reza et Manoucher Degati, merci beaucoup à vous d'être passés autour de cette grande table.